Bienvenue et merci de participer à notre événement en ligne. On constate qu'il y a des participants qui viennent d'un peu partout au Canada. Alors, le titre de la présentation aujourd'hui, c'est les mécanismes de l'impact de la pollution sur la fonction cérébrale. Ce sera présenté par le Dr. John Mallott. Le Dr. Mallott pratique la médecine environnementale depuis plus de 30 ans. Il a évalué plus de 12 000 personnes afin de déterminer les liens possibles entre l'environnement et des maladies chroniques, notamment la sensibilité chimique multiple. Il a élaboré et organisé des ateliers de formation médicale continue pour les collèges des médecins de famille du Canada et de l'Ontario concernant le syndrome des bâtiments malsains, l'hypersensibilité chimique multiple, la fibromyalgie et la fatigue chronique. Il a été nommé par le Premier ministre de l'Ontario, par le ministre de la Santé des soins de longue durée de l'Ontario en tant que clinicien expert au sein du groupe de travail sur la santé environnementale de l'Ontario 2016-2018, qui a formulé des recommandations visant à améliorer la compréhension et la reconnaissance des conditions de santé environnementale telles que la fatigue chronique, la fibromyalgie et l'hypersensibilité chimique multiple. Aujourd'hui, je ferai la traduction en français de l'ensemble de la présentation. Alors, aujourd'hui, la présentation, le mécanisme de l'impact sur la pollution, sur la fonction cérébrale par le Dr. John Mallott. Tout ce qu'il va présenter existe dans la littérature scientifique. Alors, les objectifs d'apprentissage aujourd'hui, 3 points. Comprendre comment la pollution peut avoir un impact physiologique sur les fonctions du cerveau. Reconnaître le chevauchement significatif des mécaniques physiopathologiques de la neurodégénérance et de l'hypersensibilité chimique multiple, MCS. Se familiariser avec les preuves scientifiques de l'existence du MCS en tant que condition physiopathologique distincte. Alors, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a 86 000 nouveaux produits chimiques. Entre 500 et 1000 sont ajoutés à tous les ans. Il y en a 41 000 qui sont en usage dans le commerce. Et de ceux-ci, il y en a 3 300 qui sont en production élevée, donc plus d'un demi-million de kilogrammes par année de production. Alors, tout le monde est pollué. Ces produits chimiques-là flottent dans l'environnement, se retrouvent dans l'air, l'eau, la chaîne alimentaire. On est au-dessus, on est à la tête de la chaîne alimentaire. On les retrouve dans l'air extérieur, dans l'air intérieur. Les comportements qu'on a, on influence là-dessus aussi. Les immeubles, le nettoyage, les soins corporels. Tout le monde est contaminé par des produits chimiques. En moyenne, un Nord-Américain a jusqu'à 200 produits chimiques dans son corps. Certains se désintoxifient lentement, donc c'est difficile à s'en débarrasser. D'autres se détoxifient rapidement, mais on est continuellement exposé. Exemple, les plastiques. Avec tout ce qu'on consomme, on consomme l'équivalent d'une carte de crédit en plastique par année dans le corps humain. La plupart sont lipophiles, ça veut dire qu'ils sont absorbés par les graisses et l'huile, ne sont pas dilués dans l'eau. Les membranes cellulaires sont faites d'huile et le cerveau a une teneur élevée en graisse et en huile. Alors, on voit ici une image de la charge corporelle. On peut voir qu'il y a beaucoup de produits. Et la combustion des combustibles fossiles, il y a les matériaux de construction, les pesticides, les cosmétiques, les métaux lourds, la fumée secondaire, tertiaire. Donc, la liste est très longue de produits auxquels on est exposé et que le corps absorbe. L'Organisation mondiale de la santé des Nations unies, il y a 2 ans, en 2018, a établi qu'il y avait un 5e facteur pour les maladies non transmissibles, soit la pollution de l'air. On le voit après le tabagisme, l'alcoolisme, le régime alimentaire, l'inactivité, la pollution de l'air. Alors, les principaux polluants extérieurs, il y a les particules de matière, il y a l'ozone, l'oxyde de carbone, l'oxyde de soufre. L'exposition fluctue, mais elle est continuelle. L'influence peut s'additionner ou augmenter par synergie. Alors, 2 et 2 ne font pas 4, ça peut faire 8 par synergie. Alors, les particules de matière, c'est un contenu diversifié des polluants, les sous-produits de la combustion des combustibles fossiles. Il y en a 3 catégories selon la grosseur. Il y a grossière, qui est de 2,5 à 10 microns, fine, moins de 2,5 microns, et ultra fine, moins de 0,1 micron. Alors, on peut voir une idée de grandeur. 1 micron, c'est 1 millième de millimètre.
Et les purificateurs d'air vont ramasser seulement ce qui est 0,3 microns et plus. Alors, les particules de matière, pour vous donner une idée de grandeur, on voit les grandeurs en haut des molécules des virus. Les virus se propagent facilement parce qu'on voit qu'ils sont très petits. On voit les bactéries, les cellules, on peut voir le pollen, on peut voir la grosseur d'une épingle ou d'un cheveu. Donc, les particules, surtout les particules ultra fines, sont beaucoup plus petites que ça. Alors, la pollution de l'air, il existe des preuves que des effets néfastes sur la santé se produisent à des niveaux actuels d'exposition. Nombreuses études ont démontré des effets néfastes sur la santé associés au fait de résister à proximité des routes principales. Il n'y a pas de seuil reconnu. En fait, il n'y a pas de seuil qu'on connaît qui peut être sécuritaire pour les effets de la santé des particules de matière de 2,5 microns, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, ça a peu d'importance. Et contrairement aux particules de matière de 10 microns, de 2,5 microns, les particules ultra fines ont une masse négligeable, pèsent très peu, mais c'est le principal contributeur au nombre total de particules dans l'air ambiant. Ça peut représenter jusqu'à 90 de toutes les particules. La concentration en bordure de route peut atteindre 48 000 par centimètre cube, alors que dans un milieu rural, généralement, c'est environ 2600 particules par centimètre cube. Alors, les expositions aux particules ultrafines, la concentration en bordure des routes peut atteindre 48 000 par centimètre cube. Une respiration moyenne, c'est 500 particules par centimètre cube. Près d'une route principale, 500 multiplié par 48 000, donc 24 millions de particules ultrafines par respiration. 16 respirations par minute au repos, 960 respirations à l'heure, 23 040 respirations par jour. Donc, c'est beaucoup de particules. En fait, c'est plus que 550 milliards de particules par jour que vous respirez. Alors, la pollution de l'air, la plupart des études examinent l'association de risque accru de développer une maladie chronique avec la pollution de l'air extérieur, prennent en compte les effets de l'exposition à long terme. Si on est exposé continuellement, on passe plus de 90 de notre temps à l'intérieur, 70 c'est à la maison. L'enveloppe du bâtiment peut aider à réduire les expositions extérieures. On est toujours exposé quand même, par exemple, environ 75. Michelle, you're on mute. Yeah, it's okay. Excusez, je vais recommencer. Je vais tomber en mute tout seul de même. La plupart des études examinent l'association du risque accru de développer une maladie chronique avec la pollution de l'air extérieur. Ça tient en compte les expositions à long terme. Donc, c'est une exposition qui se continue dans le temps. On passe plus que 90 de notre temps à l'intérieur, dont 70 c'est à la maison. L'enveloppe du bâtiment peut réduire quelque peu les expositions. On reste toujours exposé à la pollution de l'air extérieur. Exemple, environ 65 des particules de l'extérieur sont inhalées à l'intérieur. Il n'y a pas de seuil reconnu pour des effets sur la santé, que l'exposition se produise à l'intérieur ou à l'extérieur. Il y a des effets néfastes sur la santé au niveau d'exposition actuelle. De nombreuses études ont démontré des effets néfastes sur la santé associés au fait de résider à proximité des routes principales. On en a parlé un peu auparavant. À la pollution de l'air intérieur, composés organiques volatiles, les COV. Volatile signifie qu'il existe en phase de vapeur ou gazeuse à température ambiante. Organique signifie que le carbone fait partie de la structure moléculaire. Les concentrations de COV sont environ 4 fois plus élevées à l'intérieur. C'est généré par des sources intérieures. Alors, les sources intérieures courantes, c'est les produits ménagers, les odorisants, les parfums, les matériaux de construction. Et c'est beaucoup plus élevé dans un bâtiment neuf ou un bâtiment qui a été fraîchement rénové. La pollution de l'air intérieur, les composés organiques semi-volatiles. Alors, ça signifie qu'ils ont tendance à faire des allers-retours entre la phase gazeuse et la phase solide. Une exposition considérable et omniprésente à ces composés organiques semi-volatiles
dans les environnements intérieurs, bien, beaucoup sont des produits chimiques en haut volume de production, utilisés dans les plastiques, les détergents, les muscles synthétiques, les meubles, matériaux de construction, l'ameublement, tels que les retardateurs de flamme et les produits anti-taches. Comme un gaz, ils ont tendance à être attirés par les surfaces, s'attacher, se solidifier, y compris les particules en suspension dans l'air, la poussière, la peau, le revêtement des bronches. La pollution de l'air et les maladies, bien, les composés organiques semi-volatiles sont inhalés sur les particules, susceptibles de pénétrer plus profondément dans les voies respiratoires, interagissent plus longtemps avec les couches cellulaires qui sont en contact. Le fardeau de morbidité dû à la pollution de l'air est dû aux effets conjugués des sources intérieures et extérieures, la possibilité que tout système des organes soit affecté par l'absorption et la réponse systémique, dépendant de la réponse que les gens s'en font. Mais le point central de cette étude est l'impact sur le système nerveux central. Alors, les expositions du système nerveux central, la barrière hémato-encéphalique, ça protège le cerveau, protège les capillaires, les veines qui sont très fines, qui amènent l'oxygène, la nourriture au corps. Les cellules ont des jonctions très serrées, jointes étroitement dans le cerveau, donc ça constitue une barrière efficace. Des cellules très restrictives parce qu'elles vont transporter vers le cerveau, mais peuvent transporter plus facilement les produits chimiques solubles dans l'huile, tels que l'alcool, certaines drogues comme le cannabis, les composés organiques volatiles et les composés organiques semi-volatiles. Bien qu'on ne sait pas exactement comment ils sont transportés vers le système nerveux central. Alors, les nerfs crâniens. Il y a 12 nerfs qui proviennent du cerveau et non pas de la colonne vertébrale. Il y a le nerf olfactif. Alors, c'est sent et discrimine les odeurs. Nerf le plus court qui va directement au cerveau. Il y a le nerf trijumeau qui transmet des sensations, notamment au niveau des yeux, du nez et de la peau du visage. Vous pouvez avoir une sensation sur le visage, ça ne sent rien, mais votre cerveau s'en aperçoit. Ils interagissent mutuellement. Les terminaisons nerveuses de la muqueuse nasale sont très proches de la surface. C'est les seules voies par lesquelles le cerveau est connecté à l'environnement extérieur. Alors, la translocation, c'est une grande partie des particules est éliminée par le dégagement des mouvements muqueux dans les voies respiratoires supérieures ou par l'engouffrement. Cependant, les particules ultrafines peuvent atteindre le cerveau par translocation à travers la paroi des fosses nasales dans le système nerveux olfactif. Les neurones passent à travers le crâne pour aboutir finalement dans le cerveau. Fournit une voie du nez au cerveau pour l'acheminement vers le système nerveux central qui contourne la barrière hémato-encéphalique. Plus capable de pénétrer dans les cellules parce qu'elles sont très petites. Ça produit des effets toxiques. Une surface de contact relativement importante, malgré qu'ils soient très petits, leur surface est quand même importante. Et puis, des toxines adhèrent à la surface de ces particules-là. Alors, on voit le cheminement ici, il y a les particules ultrafines qui peuvent aller par le système respiratoire, donc une absorption systémique. La barrière hémato-encéphalique qui peut protéger ou les laisser passer. Ça peut aller par contre ici par les cavités nasales, dans la translocation olfactive qui transfère du trijumeau et qui se rendent au cerveau, donc perte de dysfonctionnement des neurones. Alors, l'humain est fait de cellules, on en a plus de 3 billions de cellules, le cerveau lui-même en a plus de 100 milliards. Alors, la cellule est la plus petite unité de vie, elle a besoin d'absorber de l'oxygène, absorber des aliments, convertir les aliments et l'oxygène en énergie dont on a besoin, avoir suffisamment d'énergie pour faire son travail, donc de pouvoir nous supporter, communiquer, s'entendre avec les autres, ne doit pas être irritable, donc plus excité ou être déprimé, être moins excité, alors doit pouvoir se reproduire et d'éliminer ses déchets, ce qu'on appelle la désintoxication. Alors ici, c'est l'image d'une cellule. On voit tous les composés de la cellule. Je ne sais pas si vous vous souvenez des cours de biologie, mais vous voyez, chaque composé a une fonction dans le fonctionnement de la cellule.
La cellule, en tant que nation indépendante, encore, c'est une métaphore que le docteur a fait pour faire comprendre un peu. Donc, il y a une masse terrestre définie, le cytoplasme, frontières d'immigration à leur entrée. Les membranes cellulaires surveillent l'entrée de particules dans le cerveau. Il y a une constitution, c'est l'ADN. Dictature bienveillante, alors qu'il règle les règlements selon l'ADN. Le système judiciaire qui interprète et applique la loi de la Constitution, c'est le nucléole et les ribosomes. La police, dépistage des protéines mal repliées, correction ou élimination de celles-ci. Industrie manufacturière, donc des usines qui fabriquent des protéines et des usines qui fabriquent des lipides, donc les gras qu'on a besoin pour fonctionner. Alors, la cellule, toujours en tant que nation indépendante, échange et commerce. Exportation, donc trie et emballe les matériels et décide du moment et du lieu de son envoi avant qu'il ne quitte la cellule pour s'assurer qu'il arrive à la bonne destination. Importe, entrepose les matériaux importés utilisés pour la production d'énergie tels que l'amidon, la graisse ou les glycogènes. Le système de transport, un secteur de l'énergie, produit, entrepose et livre l'énergie partout où elle est nécessaire, ce qu'on appelle les mitochondries. On va le voir plus tard. Affaires étrangères, libère des messagers dans les cellules voisines. Système de communication, c'est les récepteurs. On va en parler plus tard aussi. La gestion des déchets, alors la désintoxication doit transporter les déchets et les décharges à l'extérieur de la cellule. Alors, une détoxication saine, alors c'est l'élimination des déchets des molécules moléculaires, ce que les cellules produisent. Alors, il y a les toxines, les oxydants, les radicaux libres, les espèces réactives à l'oxygène et l'azote. Par contre, pour combattre ça, on a des antioxydants. Si on fait une bonne job, on a des cellules qui sont en santé. Alors, un système de désintoxication inadéquat, mais peut avoir un soutien nutritionnel insuffisant. Un génotype anormal, vous pouvez être né avec un génotype qui n'est pas suffisant pour vous désintoxiquer. Avoir des expositions excessives. Ce qui fait pencher la balance, c'est la pollution. Et lorsque la pollution prend le dessus sur les antioxydants, ça crée le stress oxydatif. Le stress oxydatif, alors lorsqu'il y a du stress oxydatif qui se produit, ça crée des dommages aux lipides, aux protéines, les acides nucléiques. Donc, ça donne des dommages aux cellules. Alors, le stress oxydatif, les dommages, on les voit sur les récepteurs des membranes, les mitochondries et l'ADN, l'épigénome. Alors, si l'épigénome est endommagé, n'est pas bien recouvert, il y a un dysfonctionnement de l'ADN, donc il y a un dysfonctionnement dans le corps à ce moment-là. Alors, lorsqu'il y a du stress oxydatif, on peut voir l'apparition de l'inflammation systémique, les lésions au tissu et le dysfonctionnement des organes. Alors, le stress oxydatif et le système nerveux central, le cerveau est particulièrement vulnérable au stress oxydatif. Besoin d'oxygène, naturellement, une demande élevée. Riche en acides gras polyinsaturés, alors qu'il s'oxyde facilement. C'est les huiles et les gras qu'on a parlé auparavant. L'exposition à long terme amène au stress oxydatif, mais ça joue un rôle de causalité dans une série de pathologies du cerveau. Un élément clé des mécanismes de neurotoxicité. L'exposition à la pollution induit un stress oxydatif qui peut conduire à un dysfonctionnement mitochondrial, donc un manque d'énergie, et la neurodégénérance. Alors, vu qu'il manque d'énergie, les cellules meurent, donc la neurodégénérance. Il y a une exposition entre les expositions à la pollution avec les troubles neurodégénératifs comme la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. Le stress oxydatif et l'inflammation systémique. Une inflammation systémique, c'est une augmentation des niveaux de messagers pro-inflammatoires. Il y a un consensus que les deux mécanismes sont entrelacés. Les deux jouent un rôle clé de médiation. Les effets dangereux des facteurs de stress environnementaux, développement et la progression de troubles neurodégénératifs. Les effets les plus importants de la pollution atmosphérique, tant chez l'homme que chez l'animal, sont le stress oxydatif et la neuroinflammation. Les études sur l'exposition aux particules montrent à plusieurs reprises
des changements dans les marqueurs du stress inflammatoire et oxydatif, que ce soit par culture cellulaire, par modèle sur des animaux ou par des patients humains. Les réponses pathologiques du système nerveux central à la pollution, une réduction de la masse cérébrale parce que les cellules ne se reproduisent pas, donc une diminution. Même à des niveaux d'exposition inférieurs à la limite supérieure qu'on connaît actuellement. Il y a une réduction de l'hippocampe, du thalamus et du cortex préfrontal. C'est associé à des expositions aux particules de matière. Et c'est, selon une étude faite au Royaume-Uni, ils l'ont vu plus particulièrement pour des gens qui vivent à proximité des grands axes routiers. Il y a un dysfonctionnement olfactif, donc le déficit dans l'identification et la détection des odeurs. Et ça, c'est des années avant les symptômes moteurs ou le déclin cognitif. Considéré comme un signe précoce de troubles neurodégénératifs. Le nerf trijumeau, aucune preuve de perte de fonction, même avec les mêmes antécédents. Alors, on retrouve la translocation, le stress oxydatif, l'inflammation systémique et des génotypes anormaux de désintoxication, mais on ne voit pas aucune perte de fonction dans le nerf trijumeau. Alors, c'est l'image que le docteur Molotte fait d'une neurone. Alors, on voit ce qui transporte les messages, l'axone, on voit la terminaison nerveuse et on voit l'autre extrémité. Donc, ces messages-là vont être transportés partout dans le corps. Alors, les récepteurs, c'est le système de communication. Un message chimique est très précis, donc c'est comme une clé qui doit faire dans une serrure précise. Par contre, il y a plusieurs messages chimiques, on les voit si les messages ne feront peut-être pas dans le récepteur. C'est un peu comme une allumage d'une fusée à la station interplanétaire, ça doit être très précis, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, les hormones et les neurotransmetteurs sont des exemples de messages chimiques normaux. Pour que la cellule réagisse, ça doit s'insérer dans le récepteur comme une clé dans une serrure. C'est très précis. Alors, les récepteurs TRP sont polymodales, ça veut dire qu'ils réagissent à de nombreux messagers, donc à plusieurs produits chimiques, à la température, au stress oxydatif, sont largement exprimés dans le système nerveux central, détectent un large spectre de composés chimiques multiples qui peuvent causer des irritations sensorielles, inflammation des voies respiratoires, le stress oxydatif. La présentation est axée sur deux récepteurs particuliers, les TRPV1 et les TRPA1. C'est ceux qui réagissent le plus aux produits chimiques. Alors, le TRPV1 et le TRPA1 sont présents dans les terminaisons nerveuses de la muqueuse nasale. Alors, ce qu'on peut sentir, le chose olfactif. Ces terminaisons nerveuses ne sont pas recouvertes, donc réagissent à un stimuli chimique avec un accès presque direct. Sont activés par la pollution, le stress oxydatif et l'inflammation systémique. C'est impliqué dans le développement et la perpétuation de la douleur chronique. Alors, les TRPV1, TRPA1, les TRPV1 détectent des polluants environnementaux tels que toluène, benzène, on peut voir la liste ici, les formaldéhydes. La pollution par les particules de matière, bien, sensible à la capsaïcine. La capsaïcine, c'est ce qui rend les piments forts. C'est l'élément chimique dans les piments qui donne la sensation de chaleur. La TRPA1 sont fortement activés par une multitude de produits chimiques environnementaux, notamment métaux lourds, agents oxydants, fumée de tabac, et en rouge ici, l'acroléine. Alors ça, c'est un composé organique volatile qui est formé de la combustion incomplète de l'essence et du pétrole. Donc, on y est exposé couramment à ça. Alors, la régulation à la hausse et la sensibilisation. Une activation chronique répétée peut entraîner une régulation à la hausse et une sensibilisation des récepteurs TRPA1 et TRPV1. Régulation à la hausse, augmentation du nombre de récepteurs à la surface de la cellule qui améliore la réponse cellulaire à un stimulus moléculaire. La sensibilisation, par contre, c'est une réactivité accrue à un seuil réduit à la stimulation. Cela implique l'hyperaccessibilité des récepteurs et la perception d'une entrée comme nocive, même si elle provient d'une stimulation normale, voire d'une stimulation inoffensive, en deçà du seuil.
Donc, il y a quand même une réaction qui se produit, même si l'exposition est moindre. Alors, la régulation à la hausse de la sensibilisation, les récepteurs TRPA1, TRPV1 sont largement co-localisés. Ça veut dire qu'ils se trouvent à proximité l'un de l'autre. 97% des neurones sensoriels TRPA1 positifs expriment également le TRPV1. 30% des neurones positifs TRPV1 se co-expriment avec le TRPA1. Alors, ensemble, ils peuvent modifier la sensibilité. Ils peuvent se sensibiliser les uns les autres. Par exemple, la sensibilisation des récepteurs TRPA1 par des expositions répétées à faible dose à la l'acroléine, qui est la combustion incomplète de l'essence et du pétrole. Ça peut renforcer la sensibilisation des récepteurs TRPV1 à la capsaïcine. En fait, la sensibilisation de chacun de ces récepteurs dépend de la co-expression entre eux. Donc, ils travaillent ensemble. Un est excité, ça excite l'autre aussi. Alors, lorsque les récepteurs sont en régulation à la hausse et sont sensibilisés, peuvent former ensemble une unité complexe dans les neurones sensoriels ayant des propriétés biophysiques distinctes. Alors, on retrouve souvent le complexe TRPA1-V1. Ça comprend l'interaction fonctionnelle de manière synergique. Lorsque les cellules co-exprimant ces canaux sont mises au défi par des produits chimiques, le complexe TRPA1-V1 est plus souvent activé par rapport au TRPA1 ou au TRPV1 seul. Les deux ensemble, en fait. En d'autres termes, plus le stress oxydatif et l'inflammation systémique, plus ces récepteurs sont régulés à la hausse, plus de co-expression. C'est plus probable qu'ils forment des complexes ensemble, puis ils sont susceptibles d'être sensibilisés. Tout cela s'amplifie. La force de la réponse cellulaire aux stimuli, la durée de la réponse cellulaire aux stimuli et le niveau de sensibilisation. Donc, une réaction à des expositions plus faibles peuvent durer plus longtemps. Alors, la sensibilisation aux produits chimiques sans neurodégénérance, c'est commun. Chez les asthmatiques, environ un tiers se plaignent d'effets respiratoires à proximité d'une personne portant un produit parfumé, puis 1 sur 6 rapporte des crises d'asthme à ce moment-là. Pour la migraine, plus de 40% des personnes ayant des migraines chroniques déclarent que leurs migraines sont déclenchées par des odeurs chimiques, soit des produits parfumés, les parfums, des produits d'entretien et l'essence. Alors, la sensibilisation au niveau central, c'est défini comme un état dans lequel le système nerveux central amplifie l'entrée sensorielle. Ça provient de nombreux systèmes d'organes, surtout dans les douleurs chroniques. Ça implique l'action des récepteurs TRPV1 et TRPA1, caractérisés par l'hyperalgésie. Alors, c'est une réponse accrue à une stimulation douloureuse. L'allodynie, c'est la douleur perçue en réponse à une stimulation non douloureuse. Ça peut être trouvé cliniquement, par exemple, dans la fibromyalgie et la douleur nociceptive chronique. Aucune blessure ou lésion évidente peut expliquer la douleur. Un coup de marteau, ça fait mal, mais dans ce cas ici, il y a une douleur sans provocation directe. Alors, les douleurs nociceptives chroniques et les caractéristiques fondamentales de la sensibilisation centrale, communément rencontrées dans les troubles neurodégénératifs comme les maladies de Parkinson, d'Alzheimer, la sclérose en plaques. La sensibilisation des récepteurs TRPV1, TRPA1 est démontrée par l'hyperalgésie et l'allodynie. Il y a une réduction des seuils de douleur, de froid, de chaleur observée dans la maladie de Parkinson plus particulièrement. Alors, le syndrome de sensibilisation centrale peut également impliquer une hypersensibilité à d'autres stimuli, notamment la lumière, d'autres phénomènes électromagnétiques, et sont les parfums, les irritants cutanés, les sensations corporelles et les événements de la vie qui provoquent du stress. Alors, on peut voir la liste ici, syndrome de stress post-traumatique, troubles d'anxiété. Mais regardez en rouge, il y a la fatigue chronique, la fibromyalgie, et puis les sensibilités chimiques multiples. Peut-être une connexion avec l'hypersensibilité électromagnétique, mais ce n'est pas certain. Alors, les critères du MCS, les symptômes sont reproductibles
en cas d'exposition répétée aux produits chimiques. L'affectation est chronique. Le faible niveau d'exposition, inférieur à ceux précédemment communément tolérés, entraîne des manifestations de symptômes. Les symptômes s'améliorent ou disparaissent lorsque les incitants sont enlevés. La réponse se produit de multiples substances chimiques sans lien entre elles et les symptômes concernent plusieurs systèmes d'organes. Les critères du MCS, le cerveau est le système le plus souvent concerné. L'augmentation de l'odorat, un sens de l'odorat plus développé que chez les autres personnes, difficulté à se concentrer, se sentir terne ou groggy, avoir une sensation de planer. Alors, le MCS, c'est le stress oxydatif et inflammation systémique. Trouvé dans le MCS, même en l'absence d'un polymorphisme de désintoxication anormale. Pour la barrière hémato-encéphalique peut être dysfonctionnelle dans le cas du MCS. Une hyperactivité des récepteurs TRP. Alors, ça touche les systèmes trigéminal et limbique. Alors, le MCS, la désintoxication, il y a au moins 6 études qui montrent que le polymorphisme génétique prédisposant à une plus grande difficulté de désintoxication à des produits chimiques ou des médicaments. C'est couramment rencontré dans l'environnement, sont plus fréquents, mais pas cohérents. En fait, si vous avez un système qui ne se désintoxifie pas adéquatement, vous pouvez rencontrer plus de problèmes. Alors, l'analyse de régression, c'est une méthode statistique qui recherche des relations. Le MCS est une maladie complexe et multifactorielle. Le risque génétique dans la désintoxication chimique joue un rôle nécessaire mais non suffisant dans la voie de la sensibilisation aux odeurs chimiques. En fait, si votre système de désintoxication n'est pas adéquat, vous êtes plus apte à souffrir d'hypersensibilité chimique multiple. Alors, pourquoi les piments brûlent? Ça stimule les capteurs du système nerveux, c'est la capsaïcine. C'est le produit dans les piments qui envoie un message d'intense chaleur au cerveau. La capsaïcine, c'est l'ingrédient qui produit ces chaleurs-là dans les piments et c'est utilisé dans les vaporisateurs au poivre. Donc, on va utiliser les ours dans les émeutes étudiantes, etc. Alors, le défi de l'inhalation de capsaïcine, utilisé dans les études sur la toux et les médicaments contre la toux. Ça stimule les capteurs TRPV1 dans les bronches. C'est ce qui fait que les gens vont tousser quand ils sont exposés à ce produit-là. Ces capteurs sont également sensibles aux produits chimiques. Les patients atteints de MCS sont hypersensibles à l'inhalation de capsaïcine. Alors, le défi de l'inhalation de parfum. Une petite étude en Suède sur 9 patients en 1996. Au moins 2 ans d'antécédents de symptômes des voies respiratoires, alors maux de tête, fatigue, vertige, etc., allégué que les symptômes étaient induits par des odeurs chimiques telles que la peinture et le parfum. Les allergies et l'asthme ont été écartés. Défiés par des inhalations de parfum ou un placebo salin, pince nasale utilisée pour empêcher la détection de l'odeur de parfum, la provocation par le parfum vérifiée par l'inhalation aveugle du parfum. Les résultats ont été reproduits lors d'une deuxième série de tests au moins une semaine plus tard. La conclusion est que les symptômes non transmis par le nerf olfactif n'ont pas pu détecter l'odeur de parfum puisqu'il y avait une pince sur le nez, peut avoir été induite par une réponse trigéminale via les voies respiratoires ou même les yeux. Alors, le défi de l'inhalation de capsaïcine, le même groupe de recherche, 2 ans plus tard, a fait une autre étude en 1998. Alors, les symptômes de type asthmatique provoqués par des expositions chimiques multiples, excluant l'asthme et les allergies. Alors, les patients présentaient d'autres symptômes provenant de plusieurs systèmes, y compris l'irritation des yeux, la fatigue, les maux de tête. Les auteurs ont émis l'hypothèse que les symptômes étaient induits par le nerf trijumeau. Les patients ont été mis au défi d'inhaler de la capsaïcine. Alors, les patients qui avaient une hypersensibilité chimique ont eu des réactions plus fortes lorsqu'on leur a administré de la capsaïcine. Alors, la sensibilisation au MCS et à la TRPV1 et la TRPA1, le même groupe a produit de nombreux autres documents depuis 1998. Les symptômes respiratoires et les symptômes d'autres systèmes, l'asthme étant exclu, réponse aux critères du MCS, tous présentent une hyperactivité sensorielle respiratoire,
en raison de la sensibilisation des récepteurs TRPV1. Un suivi qui était fait après 5 ans et même 10 ans a montré aucune réduction de la sensibilité à la capsaïcine inhalée. Les mêmes résultats ont été découverts aussi par d'autres groupes au Danemark et au Japon. Alors, dans l'imagerie cérébrale fonctionnelle du MCS, des preuves cohérentes que les patients atteints de MCS ne s'habituent pas à la stimulation sensorielle répétée. Alors, on va sentir quelque chose, on va s'y habituer, mais une personne qui est hypersensible, il ne s'y habitue pas. Alors, c'est plutôt démontrer des preuves de sensibilisation, modification du traitement des voies sensorielles ascendantes, une suractivation du système limbique pendant le défi, les manifestations, donc les réactions olfactives et cognitives, les différences dans le traitement des odeurs, y compris le temps de récupération prolongé après l'exposition. Alors, c'est beaucoup plus long pour une personne qui est hypersensible de redevenir comme il était auparavant après une exposition qu'une personne qui n'est pas hypersensible. Alors, la sensibilité olfactive dans la MCS, le fait d'avoir un odorat plus développé que les autres depuis l'apparition de la MCS, c'est une chose qui revient très souvent pour distinguer les patients atteints de MCS des patients témoins. Cependant, un certain nombre d'études n'ont pas trouvé de différence objective dans les seuils de détection des odeurs et dans l'identification des odeurs. Il n'y a aucune preuve de dysfonctionnement du nerf olfactif, ce qui diffère de la neurodégénérance. Cette divergence peut s'expliquer par une irritation sensorielle du trijumeau. Il faut se souvenir que le nerf olfactif et le trijumeau vont réagir souvent ensemble. Alors, un soutien objectif avec un défi, une étude d'imagerie cérébrale démontre des réponses cérébrales plus fortes au niveau du seuil de reconnaissance. L'intensité perçue, le caractère désagréable des odeurs sont sensiblement plus élevés. C'est peut-être dû que la plupart des substances odorantes stimulent également le nerf trijumeau, la capacité de détecter et de... Voilà. People put messages, I can't read. OK. Alors, la capacité de détecter, de réagir aux produits chimiques volatils est transmise par le système olfactif et trigeminal qui interagissent mutuellement, donc ils agissent ensemble. Alors, d'autres anomalies objectives dans la MCS, une sensibilité au bruit. Il y a beaucoup de gens qui sont hypersensibles qui réagissent au bruit. Altération du réflexe olivo-cochléaire médial. Alors, ça implique dans la parole et la sensibilité au bruit. Si vous êtes dans un restaurant bruyant, que vous parlez avec quelqu'un, une personne qui n'est pas hypersensible peut éliminer le bruit ambiant pour comprendre la personne qui lui parle. Beaucoup plus difficile pour les personnes qui sont hypersensibles. L'apparition est colorée avec l'apparition du MCS. Donc, on voit ça avec une personne qui souffre d'hypersensibilité. La métabolimique combine plusieurs méthodes pour identifier et compter les molécules, peut analyser des dizaines à des milliers de produits chimiques, identifie un modèle biomarqueur de changements multiples de petites molécules dans des conditions complexes. Un article va être en japonais, donc. Alors, la force des preuves scientifiques. Souvent en cours, il va y avoir des experts qui vont venir témoigner. Ici, dans le cas de la science, il va y avoir des examens systématiques. Ça répond à des questions spécifiques. C'est transparent de quelle façon on va le faire, qu'est-ce qu'on regarde. C'est complet ou systématique. Des recherches documentaires, pas de billet de sélection. Donc, il n'y a pas de préférence dans ce qu'on va regarder concernant un certain sujet. On va évaluer la qualité de chaque étude. Par contre, la méta-analyse analyse toutes les données. Alors, on peut voir la pyramide ici, la puissance et le biais. Donc, un examen systémique donne plus de puissance à une confirmation scientifique et il ne doit pas avoir de biais dans les articles qui sont revus. Alors, ici, c'est pour démontrer les examens systématiques et les méta-analyses, la pollution de l'air et la neurodégénération. Pollution de l'air et les troubles neurodégénératifs sont associés, les maladies de Parkinson, maladies d'Alzheimer, le déclin cognitif et la démence. Et on peut voir ici qu'il y a 6 examens systémiques qui ont été produits regardant ce problème-là.
Alors, le MCS et des examens systématiques. Les odeurs, ça démontre que les odeurs sont traitées différemment par les patients atteints de MCS par rapport aux témoins. Et les patients atteints de MCS ont une altération du traitement avec la suractivation du système limbique et des manifestations, en fait, des réactions olfactives et cognitives. Alors ici, c'est un tableau qui montre la neurodégénération versus la MCS. C'est une comparaison des associations. Alors, on peut voir exposition à la pollution, génotype pour la désintoxication, stress oxydatif, inflammation systémique, perturbation de la barrière hémato-encéphalique, douleur chronique, sensibilisation centrale, diminution de la cognition. Ça existe dans les deux conditions. Par contre, lorsqu'on vient à la perte de la masse cérébrale, ça existe en neurodégénération, mais pas dans la MCS. Dysfonctionnement du nerf olfactif, une perte de fonction dans la neurodégénération, mais pas dans la MCS. Dysfonctionnement du nerf trijumeau, aucune dans la neurodégénération, mais oui dans la MCS. La réglementation TRPV1 et la réglementation de l'APTR1 existent dans la neurodégénération, mais ce ne sont pas des thèmes qui sont rapportés dans la MCS. Par contre, on voit une sensibilisation chimique au TRPV1, une sensibilisation chimique au l'APTR1. Il n'y en a aucune dans la neurodégénération, mais selon les études de provocation, on le rencontre dans la MCS. Alors, combien de Canadiens sont affectés? Alors, c'est des statistiques qui ont été extraits de Statistique Canada. On peut voir que les personnes qui souffrent d'hypersensibilité chimique multiple, de MCS, c'est plus élevé que d'autres conditions comme les effets vasculaires cérébrales, l'Alzheimer ou autre démence, sclérose en plaques, maladie de Parkinson. En fait, si on additionne toutes ces conditions-là, le MCS est plus élevé. Alors, le financement des instituts de recherche en santé du Canada de 2012 à 2015, sur la fatigue chronique, la fibromyalgie et l'hypersensibilité chimique multiple, un financement total de 1 812 000, à 4 du financement de la recherche sur la maladie de Parkinson, 2 sur la recherche de la maladie d'Alzheimer, 13 études, donc 11 faits pour la fibromyalgie, 2 pour la fatigue chronique et aucune étude financée sur les hypersensibilités chimiques multiples. Je vais ouvrir une parenthèse ici. L'association finance actuellement une recherche sur l'hypersensibilité chimique multiple. Alors, en résumé, il existe un fort chevauchement des mécanismes physiopathologiques associés aux expositions environnementales entre la neurodégénération et la MCS, notamment le génotype pour la désintoxication, le stress oxydatif, l'inflammation systémique, la perturbation de la barrière hémato-encéphalique, la douleur chronique, la sensibilisation centrale, une diminution de la cognition, l'implication des récepteurs TRPV1 et TRPA1. Alors, le docteur ajoute ici le neurodéveloppement, alors le trouble du spectre de l'autisme, le stress oxydatif et l'inflammation systémique dans les troubles du spectre d'autisme est en corrélation avec la gravité de l'autisme. Les adultes atteints d'autisme peuvent avoir une sensibilité accrue aux produits parfumés, les céphalies respiratoires, les migraines. Les personnes atteintes d'un trouble du spectre d'autisme, le haut niveau montre une diminution de l'accoutumance neurale, des réponses accrues à une stimulation répétée et constante. D'autre part, les personnes atteintes d'autisme plus grave sont plus susceptibles d'avoir un sens de l'odorat réduit. Les mères atteintes de MCS sont plus susceptibles d'avoir un enfant atteint du trouble du spectre de l'autisme. L'examen systématique, association entre le TSA et les génotypes de désintoxication. Alors, le Task Force on Environmental Health de l'Ontario, le groupe de travail pour la santé environnementale de l'Ontario. Avant que j'aille à cette diapositive-là, j'aimerais mentionner quelque chose en anglais. Something I would like to mention in English that I mentioned in French before when we talk about funding for research. The association is not funding a research on MCS.
Alors, le rapport intermédiaire produit en juillet 2017 disait c'est le temps pour avoir du leadership, reconnaître, améliorer les soins aux personnes atteintes de fatigue chronique, de fibromyalgie et d'hypersensibilité chimique multiple. Le rapport final en décembre 2018 demandait des soins maintenant, donc un plan d'action pour améliorer les soins aux personnes atteintes de fatigue chronique, de fibromyalgie, d'hypersensibilité environnementale ou sensibilité chimique multiple. Alors, c'est le temps de créer un centre d'excellence pour la santé environnementale. C'est une recommandation du groupe de travail de l'Ontario. Créer un centre d'excellence des soins, de l'éducation, de la recherche pour la fatigue chronique, la fibromyalgie et l'hypersensibilité chimique multiple ou MCS. L'heure est venue. Merci.